La prochaine CAN des U20 c'est au Niger, c'est à partir du 2 février que nous allons suivre de près et quasiment tous les jours nous aurons les résultats et les commentaires. Nos invités, eh bien, ils n'ont pas bougé. Elton Mokolo est toujours là, j'allais dire Elton John. Elton Mokolo, journaliste ABC, Abdul Karim Baldé, journaliste de Guinée-Conakry, et Ahmed Ama, que nous vous avons déjà présenté à plusieurs fois. Donc il a bondi, il s'occupe des U19. À Drancy. Je dis bondi. Tu penses qu'il aime Mbappé, c'est pour ça. Il pense à Mbappé en fait. C'est vrai. Et puis à Dijon, recruteur. Comment jugez-vous le niveau du football africain? Vous n'hésitez pas. Donc nous attendons les dernières interventions sur Facebook Africa 24 et Twitter Africa 24 TV. Avant Twitter Africa 24 tout court, pas TV. Nous allons parler du football, avant de parler du football international, nous allons évoquer les préparatifs de la CAN des U20. Vous le savez, c'est la 21e édition et c'est du 2 au 17 février au Niger. Les pays se préparent pour accueillir cette compétition. Enfin, le pays, le Niger, et les autorités nigériennes mettent des bouchées doubles pour relever le défi. Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Le Niger s'apprête à accueillir du 2 au 17 février 2019 pour la première fois la phase finale de la 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. À Niamey comme à Maradi, les acteurs intervenant dans l'organisation de la CAN U20 au niveau local sont à pied d'œuvre pour assurer le suivi régulier des différentes activités. Des travaux ont été réalisés au niveau des deux villes devant accueillir la compétition. Pour mettre à jour nos infrastructures, pour créer de nouvelles infrastructures, c'est pas moins d'1 milliard. On a mobilisé plus d'1 milliard pour créer et réhabiliter l'existant. Donc c'est un effort énorme dans ce contexte et d'autres efforts vont continuer pour la question de restauration, de l'hébergement, mais également le transport, parce que cette fois-ci, il faut assurer plus de 18 navettes entre Niamey et Maradi. La tenue de ce tournoi à Maradi, la capitale économique du pays, va permettre au Niger d'avoir un second stade homologué par la CAF, après celui de Niamey, en vue d'accueillir des rencontres internationales de football. À Maradi, donc, il y a eu la réhabilitation du stade de compétition même, sur le plan donc, des vestiaires, de certaines infrastructures qu'il fallait ajouter, notamment les vestiaires des arbitres, les centres antidopage, les salles de soins, et l'éclairage qu'il fallait apporter sur le stade de Maradi. 8 équipes africaines s'affronteront au cours de cette phase finale, réparties en 2 groupes. Le groupe A à Niamey comprend le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burundi. Le groupe B est composé du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Les demi-finalistes de cette CAN U20 seront qualifiés pour la Coupe du Monde Junior 2019 prévue du 25 mai au 16 juin en Pologne. À suivre, bien entendu, sur Africa 24, cette Coupe d'Afrique des Nations des jeunes des moins de 20 ans. Nous allons parler du football international après ça. Et parmi toutes les équipes qui vont participer aux 8e de finale de la Ligue des Champions, nous avons choisi 4 à Barcelone, Manchester United, Manchester City et bien sûr le Bayern. Ce sont des équipes susceptibles de remporter la Ligue des Champions. Nous allons analyser avec nos invités sur le plateau. Tout d'abord, nous allons jeter un œil sur FC Barcelone-Tottenham. C'était donc phase de poule, 1 but partout. Regardez les images. Donc avec donc toujours les mêmes joueurs. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est là, qui marque beaucoup de buts en ce moment. Et puis il y a Suarez qui est là. Il y a du beau monde. Et puis les buts avaient été marqués par Dembélé justement et Lucas Moura pour Tottenham. Alors, puisque vous avez pris la parole justement, allez-y. Et nous allons voir justement que le Barça va jouer à Lyon le 19 février pour le match aller. Donc c'est un avantage pour les Espagnols. Sur le papier, oui, mais avec Lyon, pour bien suivre la Ligue 1, on ne sait jamais. Ils sont toujours faibles avec les faibles et forts avec les forts. Et on l'a vu contre Manchester City, par exemple, lors de la phase de poule où Lyon, justement, a réussi un exploit à l'Etihad Stadium et ensuite a été tenu en échec, ou plutôt a réussi à avoir un match nul à domicile. Mais pour revenir sur le FC Barcelone, effectivement, c'est quand même un bon tirage. Pour eux, Lyon est prenable. Après, le Barça, l'avantage cette saison, c'est qu'ils sont là, ils sont en tête de la Liga, etc. Mais au-delà de la Liga,
l'objectif prioritaire, ça reste comme la Ligue des Champions. Cette année, le Barça, c'est la Ligue des Champions. Je ne veux pas dire sinon rien, mais presque, quand on voit que l'année dernière, par exemple, ils ont été champions, mais dans une espèce d'indifférence générale, finalement. Parce que comme le Real Madrid a remporté Ligue des Champions, bah, du coup, ça a complètement cassé la dynamique du Barça. Et le Barça qui avait été sorti par la Roma avec cette fameuse remonta, qui a fait beaucoup plaisir aux supporters romains et parisiens. Donc le Barça, ils vont vraiment être focus là-dessus. Et ça m'étonnerait qu'il laisse filer, on va dire, ce 8e face à Lyon. Et c'est Ernesto Valverde qui est le nouvel entraîneur. Et puis ils ont doublé le Paris Saint-Germain. Un nouvel ou bientôt ex, je ne sais pas comment le tourner. Avec De Jong, donc la nouvelle recrue. Alors, autre image, c'est Manchester United qui a perdu devant Valence. Regardez les images. Et Soler pour Valence, et Jones et Rashford contre son camp. Alors, je vais m'adresser à vous, juste au Melton. Manchester accueille le 12 février le Paris Saint-Germain. Manchester n'est pas vraiment à l'aise, même si Neymar n'est pas là. Bah après, pour autant, la dynamique a quand même changé, parce que depuis ce match... C'est des images d'archives, c'est des images d'archives. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a José Mourinho depuis qu'il n'est plus là, et donc par rapport à ça, ça a changé la dynamique dans le sens où Manchester est quand même sur 8 victoires d'affilée. Oui, avec Drogba, c'est l'arrivée de Drogba. Avec le retour de... En fait, il était là sans être là, donc c'est vrai que oui, on peut parler de retour. Sans être là, mais après, c'est vrai que depuis l'arrivée de Solskjaer, Pogba est très intéressant. Il a encore fait un match très bon vendredi. Et donc, par rapport à ça, Manchester arrive quand même dans une dynamique qui est très intéressante. Maintenant, il n'empêche que le PSG est favori. Le PSG est favori parce que déjà, ils ont terminé... Même sans Neymar, parce que nous avons appris aujourd'hui que Neymar soit se fera opérer... C'est vrai que l'écart entre guillemets de niveau... Parce que l'écart de niveau, faut quand même le montrer sur le terrain. Parce que voilà, on parle de 22 joueurs qui sont là pour gagner. Donc par rapport à ça, l'écart de niveau tend à se réduire puisque Neymar ne sera pas là. Et maintenant, le PSG a la structure pour passer face à Manchester United. Voilà, donc nous avons appris effectivement que c'est une fracture au 5e métatarse pour Neymar, le docteur de la sélection du Brésil, et justement à Paris. Nous allons enchaîner avec Manchester City, autre favori qui a battu Hoffenheim 2-1. Et s'il vous plaît, monsieur, comment dirais-je, Mané a marqué 2 fois. C'est cette équipe de City, moi, je suis partagé parce que je fais le parallèle avec Manchester United. Ouais. On disait qu'ils étaient sur une belle dynamique, mais contre qui? Ouais. Ah, la question qui est, enfin, moi, je suis désolé, enfin, je vais être peut-être un peu critique, mais moi, le championnat d'Angleterre, il m'inspire rien. Ah ouais. À ce moment-là, il m'inspire rien, si ce n'est. Alors, je sais, hein, c'est un championnat qui est spectaculaire, mais il est spectaculaire. Pourquoi? Si on regarde un petit peu plus d'un niveau technique, il y a tellement d'erreurs. Que ça, il y a une verticalité qui se fait sur ce championnat qui donne de l'intensité, donc forcément ça devient spectaculaire. Vous avez une équipe qui est un peu plus dans la gestion de ces temps forts et temps faibles, c'est City, qui clairement par rapport à Guardiola, qui a installé un projet de jeu. Vous avez aussi Klopp qui est arrivé, qui a apporté cette nouvelle vision par rapport à Liverpool et qui est un peu plus dans cette dynamique. Moi, je suis pas. Enfin, pour moi, Paris, si je parle de Manchester United, pour moi, Paris est largement favori. Et pour moi, Manchester United n'est toujours pas le candidat pour le titre européen cette année. Non, peut-être Manchester City, il faut quand même faire attention à Manchester City, quoi qu'il en soit. Moi, au jour d'aujourd'hui, oui, ça vous emballe pas trop. Non. Moi, je vais dans le prolongement de ce que dit Ahmed, à savoir que Manchester City, par rapport à la saison dernière, où footballistiquement parlant, c'était très très intéressant, et on parle quand même d'une équipe qui a réalisé 100 points en première ligue, s'il n'était jamais arrivé. Là, on a l'impression que la qualité footballistique, elle a baissé cette saison. Peut-être qu'il y a un effet de décompression. Toujours est-il qu'on l'a vu face à Lyon, ça avait été très très poussif, pour ne pas dire insuffisant, quand on parle d'une équipe comme City, qui est championne d'Angleterre en titre. Et par rapport à ça, il y a des intégrations comme Mahrez, ça n'arrive toujours pas à se faire. Donc moi, j'abonde dans ce sens, à savoir que City, d'accord, ça reste un favori pour la Ligue des Champions, mais pour moi, il n'est pas dit qu'ils iront très très loin si ça continue. Pardon. À l'inverse, j'accorde pas trop d'importance au match de poule, parce qu'on sait très bien que les équipes européennes se préparent toujours pour les
pour la période à partir de février. Donc c'est là où ça compte plus pour eux. Mais je reste persuadé que pour moi, City n'est pas encore assez solide pour le sacre final. Merci, mais Karim, rapidement, parce que vous allez avoir la parole. Ouais, un tout petit mot sur City. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe dans cette équipe. C'est un effectif ultra fourni, et notamment offensivement, il n'y a pas de problème. Mais elle est dépendante pour moi d'un joueur, c'est Fernandinho. On l'a vu pendant les fêtes. Dès que Fernandinho n'est pas là, City s'écroule. City s'est écroulé contre Crystal Palace, s'est écroulé 9 fois contre Leicester pendant les fêtes, ce qui fait qu'il y a un gros écart avec Liverpool. Et donc, c'est paradoxal. Et si Fernandinho n'est pas là, attention à la mauvaise surprise. Et le dernier match que nous avons sélectionné, c'est le Bayern, autre favori, qui jouait devant l'Ajax pour les matchs de groupe et qui avait terminé avec un score de 3 buts partout. Donc l'ancien club de Cruyff, Kluivert, qu'on n'avait pas connu parce que vous étiez trop jeune. Ah si, quand même, quand même, Patrick Kluivert. C'est même une idole, Kluivert. Est-ce que je veux dire qu'on l'a connu à Lille? Alors, Lewandowski avait marqué, c'est l'homme dangereux, et puis Coman, qui fait son gros retour. Ajax, donc, contre le Bayern, 3 buts partout. Attention à l'Ajax. Et effectivement. Nous allons voir le tableau maintenant de toutes les rencontres, s'il vous plaît, des matchs de Ligue des Champions, avec les matchs que nous avons évoqués en particulier. Vous voyez en italique les matchs que nous avons évoqués, Manchester United contre le Paris Saint-Germain, mais il y aura l'AS Roma contre le FC Porto, Tottenham contre Dortmund, Ajax d'Amsterdam contre le Real, Olympique Lyonnais contre Barcelone, Liverpool Bayern, Atlético de Madrid Juventus et bien sûr Schalke 04 contre Manchester City. Un clin d'œil aussi au championnat espagnol, s'il vous plaît, pour voir bien que le FC Barcelone est toujours bon leader du championnat devant donc Atlético de Madrid, Real est 3e, Séville 4e et Deportivo à la 6e place. Huesca 20e. Et puis des images, FC Barcelone toujours au top. Regardez cet extrait de match contre Luganés avec Dembélé qui est en pointe et qui a encore marqué. Tout semble être facile pour cette équipe. Il avait mis son réveil. Oui, tout à fait. Pourtant, il avait quelques problèmes avec l'entraîneur. Hein. Il y a quelques problèmes avec le réveil aussi d'ailleurs. Je pense que c'est un garçon qui est pétri de qualité, mais qui a un problème avec la rigueur, qui est nécessaire pour qu'il puisse passer un cap, qu'il devienne un des tout meilleurs. Je lui souhaite de réussir dans cette voie. Voilà, mais sur autre image, c'est l'Olympique de Marseille qui a fait signer Balotelli. Vous avez vu le match vendredi soir contre Lille, 2-1. Donc Nicolas Pepe qui a marqué 2 buts et contre 1 pour Balotelli. Alors, Elton, Karim et Imed, quelques mots sur Marseille. Marseille va revenir avec Balotelli, vous pensez? Non. Non, Imed, c'est non, moi sincèrement. Alors, excuse-moi, Karim. Ah, vas-y, moi, j'étais l'un des plus sceptiques sur la campagne européenne l'année dernière. J'estimais qu'ils avaient eu un maximum de réussite sur leur campagne. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'ils ont été en finale, mais sans jamais être convaincants. Il y a eu peu de matchs où ils ont été convaincants, notamment contre le Red Bull, où ils ont été plutôt bons au match retour. En demi-finale, c'était très poussif, et quand ils ont rencontré un adversaire de bon calibre, on a vu ce que ça a donné en finale. Moi, cette équipe, je ne la vois pas progresser depuis que Garcia est là. Alors autant on se rappelle du match où il avait bétonné au Parc des Princes avec 5 défenseurs et une ligne de 4, et tout le monde avait crié au génie. Moi sincèrement, j'ai pas vu un seul joueur progresser dans cette équipe, pas un. Ouais. Et on le voit. Et au jour d'aujourd'hui, il a eu un accrochage avec Florian Thauvin. Qui a été expulsé d'ailleurs. Voilà, et qui est l'un des rares bons joueurs cette saison à Marseille. Exactement, qui a maintenu, qui s'est permis de le dire d'ailleurs, il a maintenu Garcia à la tête de l'équipe. Je pense que Marseille a besoin d'un vrai projet, d'accord, et surtout d'un vrai entraîneur. Messieurs, nous allons parler aussi de toute façon Mitroglou et Germain vont peut-être disparaître, mais nous allons parler. C'est une grande perte. Hein. Nous allons parler de Paris Saint-Germain-Rennes. Nous avions plusieurs joueurs du continent. Il y avait tout d'abord Mehdi Zéphane, que vous ne connaissez pas. Si, je connais très bien. Non, je plaisantais. Il y avait aussi le Malien Amari Traoré. Il y avait, je salue Mohamed Traoré aussi qui nous écoute, qui nous suit depuis Bamako.
les Sénégalais Ismaïla Sarr et Bey Niang. Buteur, en plus. Ouais, mais Niang... Quoi? Non, mais attends. Ouais, Il doit prendre le rouge. Il doit prendre le rouge. Et oui, et c'est surtout PSG ça. c'est 4-0, qu'il doit prendre- mais là, il fait un truc qui n'est pas très sympa. Bah non, mais après, il a reconnu parce que sur Twitter, Oui, oui, après oui. la rencontre, Ah ouais. il a été quand même. Il a été Je classe. suis pas un fan de Bey Niang, mais voilà, il a été classe. Ouais. Et en creux, il reconnaît quand même que ce tac aurait dû valoir un rouge en réalité. Oui, oui, oui. Et on comprend dans le tweet. Et Ouais. c'est vrai, d'ailleurs, lui-même le sait. Ça a été maladroit, ça a été une erreur. Mal maîtrisé. Heureusement, mal maîtrisé. Heureusement que hier n'a rien eu, il s'en sort bien. Donc voilà, je trouve que l'attitude de Bey Niang après a été la Oui, bonne oui, attitude justement pour s'excuser et reconnaître. Et il n'y a ce pas qui s'est passé. l'intention de faire mal. Ouais. Elton, on ne vous a pas beaucoup entendu. À Monaco, Jardim est viré. On appelle Thierry Henry. On vire Thierry Henry, on rappelle Jardim. Est-ce que c'est plus de la communication du côté de Monaco? Et est-ce que Thierry Henry, c'est quasiment fini pour lui, un poste d'entraîneur? Non, Ou bien les Français ont une revanche, enfin, ont une dent contre lui? Non, je pense que ça n'a rien à voir, mais je pense que les dirigeants monégasques qui voulaient monter un spectacle comique, ils ne se seraient pas pris autrement, parce que là, c'est bien vu, ouais. tragicomique. On parle d'un club qui a viré Leonardo Jardim en lui versant des indemnités de 8 millions d'euros. Donc 3 mois plus tard, ils le reprennent, et en plus, ils le prolongent, ils lui ont donné un nouveau contrat jusqu'en 2021, alors qu'initialement, l'ancien contrat de Jardim portait jusqu'à 2020. Donc ça en perdre la tête, et après ça démontre bien que la politique sportive de Monaco, elle a fait un temps. La politique de Monaco, ça consistait à vendre très vite des joueurs à forte valeur marchande, en tout cas des potentiels à forte valeur marchande. On voit bien qu'ils sont rentrés dans une espèce de frénésie qui a fait qu'ils ont vendu plein de joueurs, et ils ont incombé ces erreurs non seulement à Leonardo Jardim, et à Thierry Henry aussi, parce que Thierry Henry, Thierry Henry a beaucoup de tort dans le sens où sur l'aspect mental, il n'a pas réussi à régénérer cette équipe, mais il n'empêche qu'il fallait l'installer sur la durée, parce qu'on vient prendre un entraîneur au bout de 3 mois. Eux, ils ont dit dans un communiqué qu'ils reconnaissaient leur erreur, et qu'il fallait maintenir Jardim. Ils l'ont fait, mais non, on va voir. Mais là, c'est en termes de politique sportive, on ne fait pas pire. Elton, c'était le mot de la fin. Imed, le mot de la fin aussi. L'inquiétude, c'est les joueurs qui voulaient voir Jardim partir et qui le voient revenir. Aussi. Pour le maintien. Ça va être très compliqué. Donc il ne faut pas plomber Thierry Henry aussitôt. Je pense que c'est un métier. Ouais. Être entraîneur, c'est un métier. Donc je pense qu'il faut prendre le temps. Je pense qu'il aurait dû rester avec Roberto Martinez et continuer à se préparer correctement. Il va peut-être y retourner d'ailleurs. Peut-être qu'il va y retourner. Mais voilà, je pense que il ne s'est pas facilité la tâche en venant à Monaco. Je pense que le mal est beaucoup plus profond. Et Jardim est, je pense, la personne qu'il faut pour maintenir Monaco en Ligue 1. Karim, vous pensez que Monaco aurait pu recruter Mikutroglou? Non, mais le problème de Monaco est bien au-delà. Moi, ce qui m'inquiète depuis des semaines, et même avec l'arrivée de Thierry Henry, pour moi, et là je rejoins Elton, c'était pas un coach fait pour une opération maintien. Donc de toute façon, erreur de casting. Les joueurs qui ont été pris au mercato d'hiver ne sont pas faits pour des missions maintien. Fabregas, Naldo, alors Naldo, on n'en parle pas, 2 cartons rouges en 3 matchs, ça c'est quand même illégal. À son âge, c'est illégal avec son expérience. Mais voilà, des joueurs comme Fabregas, etc. C'est des bons joueurs, ok. Là, j'ai vu Gelson Martins, par exemple, qui arrive aussi. Ils prennent plein de joueurs, mais c'est un bordel permanent. C'est-à-dire qu'on prend plein de joueurs, mais qui ne sont pas du tout dans ce projet de club ou dans un projet maintien. Un projet maintien, c'est simple, c'est match par match, c'est point par point, et toutes les équipes qui sont là, Guingamp, etc., eux sont habitués à tout ça. Donc eux, ils vont s'arracher. Mais les Monégasques, ça fait des mois qu'ils pensent qu'on prend Henry, on va faire un projet de jeu. Non, la priorité, c'est de sauver d'abord. Et ça, Monaco, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Et moi, j'ai très très peur pour le maintien, mais ça fait des mois que je le dis, donc on verra à la fin. Vous terminez cette émission, merci. Kenny Ilala et les joueurs du mois de décembre, trophée UNFP, regardez, on en parlait, il a été décerné au latéral alsacien qui était en conférence avec Pépé du côté de Lille, donc trophée et qu'il récupère, donc dont il bénéficie, le trophée c'était au mois de décembre. Et puis c'est bien, il a marqué en plus contre Bordeaux c'est ce mérité. C'est mérité. Et puis il avait eu un accrochage avec Thierry Henry en plus. Oui, bon, ça, non, c'est c'est plutôt Thierry Henry. Et Ilala n'a pas bronché, au contraire, il est très professionnel, il n'a pas répondu. Imed Dama, merci d'être venu, coach des 19 de Drancy. Merci, José. Et puis recruteur du côté de Dijon. Merci à Elton Mokolo. Chaque fois j'ai envie de l'appeler Elton John, journaliste de la RDC, puis Abdul Karim Baldé, journaliste de Guinée-Conakry. J'aime bien ces plateaux avec des connaisseurs. À lundi prochain, même heure, sur le même plateau, Africa 24. Restez nos fidèles, s'il vous plaît. Merci.